Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux au risque de vous accueillir aujourd'hui, comme d'habitude, à notre rendez-vous des vendredis, les webinaires du risque, l'espace où il y a un échange de connaissances et un partage. C'est notre lieu favori pour la mobilisation de la connaissances acquises durant les 4 dernières années depuis l'existence de notre réseau Inondation intersectorielle du Québec. Mon nom est Manette, je suis la directrice des partenariats et je vais être la modératrice de ce fabuleux webinaire aujourd'hui. On a la chance et on est très heureux d'accueillir aujourd'hui M. David Demers-Bouffard de la du prestigieux Institut national de la santé publique du Québec, et qui d'autre que l'Institut de la santé publique pour nous parler de la santé publique, de l'adaptation efficace, saine et équitable et de l'évaluation régionale des risques climatiques en santé publique. Donc, les fameux VRAC-PARC. Monsieur Demers Bouffard, il travaille en tant que conseiller scientifique à l'Institut national de la santé publique du Québec depuis 2018. Il détient une maîtrise en évaluation des politiques publiques et une autre en aménagement du territoire et développement régional. Il a effectué plusieurs revues de littérature sur les effets climatiques sur la santé des populations à risque et les mesures d'adaptation, en plus d'avoir développé une expertise des risques. Il soutient les directions de santé publique du Québec sur ce sujet dans le cadre des VRAC-PARC. Donc, Monsieur David Demers-Bouffard, bienvenue à vous. Je suis très heureuse, à mon propre nom, au nom du réseau Risque et de tous les invités qui sont présents aujourd'hui. On vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Je vous donne la parole. Bon webinaire. Merci tout le monde. Est-ce que vous voyez partager mon écran? Est-ce que tout le monde le voit? Confirmation. Donc, je suis très Oui. enchanté d'être avec vous là, aujourd'hui là, pour peut-être partager certains des résultats d'un projet qui occupe, disons, la plupart de mon temps depuis plusieurs années déjà. Donc, un projet qu'on nomme affectueusement là, le VRAC-PAC, donc qui signifie la vulnérabilité et risques régionaux associés au changement climatique et plan d'adaptation régional au climat en santé publique. Peut-être pour le plan de la présentation rapidement, c'est un peu un format fait article scientifique traditionnel, donc une mise en contexte dans la structure de la démarche, aussi peut-être quelques aspects méthodologiques, certains résultats aussi préliminaires, et également là, les suites du projet, parce que c'est un projet là, qui est en cours, là. Donc, pour la structure de la démarche, je peux commencer par les objectifs du projet, là, en quoi ça consiste. Ben, déjà, le titre vous a probablement pisté vers certains éléments. Donc, sur ce qu'on souhaite, c'est que chaque direction de santé publique réalise une appréciation multi-aléa régionale des risques climatiques afin qu'elle puisse, par la suite, élaborer un plan d'adaptation au changement climatique spécifique à la santé publique, mais qui serait fait en collaboration là, avec les acteurs pertinents à l'échelle régionale. RSS ici signifie là, les régions socio-sanitaires. En fait, l'objectif qui sous-tendait un peu tout ça, c'est en santé publique, ça fait quand même longtemps qu'on s'intéresse à l'adaptation au changement climatique. Depuis minimalement là, le premier plan d'action là, sur les changements climatiques 2006-2012 du gouvernement du Québec. On a réalisé des travaux basant sur les mesures de lutte contre les îlots de chaleur urbains pour identifier des seuils de surmortalité associés aux vagues de chaleur extrêmes, aux vagues de froid, aussi mis en œuvre une stratégie de réduction des polluants allergènes, un observatoire sur les zones d'adaptation au changement climatique, donc plusieurs actions, mais étaient quand même éparpillées, donc il semblait avoir un besoin un peu de fédérer tout ça. Puis l'une des façons de se faire, puis de valoriser les connaissances là, développées, c'était par le moyen de la pression des risques et des plans d'adaptation là, en santé publique, là. Donc, peut-être comme d'autres objectifs, tu sais, on a aussi un objectif d'évaluer les différentes méthodologies, les processus, bien sûr, les résultats. Donc, c'est quand même un long projet sur plusieurs années, comme on va vous montrer là, plus tard. On souhaite aussi favoriser la collaboration à l'interne et à l'externe. On est au courant qu'il y a plusieurs actions en changement climatique, donc il y a un besoin d'essayer d'entrer en complémentarité avec les actions qui ont déjà été mises en œuvre ou qui vont l'être pour éviter les détournants d'efforts là, également. Puis on souhaitait aussi sensibiliser les acteurs régionaux, puis dans certaines mesures aussi les acteurs gouvernementaux aux effets du climat changement, ou du climat changeant, pardon, sur la santé, ainsi qu'au rôle du réseau de la santé à la matière. C'est généralement la perception. On n'associe pas nécessairement la santé publique avec l'adaptation au changement climatique, du moins historiquement,
à l'échelle régionale, je pense que c'est encore plus vrai dans les échos qu'on a reçus. Donc, on cherche un peu de sensibiliser c'est ça, les gens, de modifier cette perception-là là, pour légitimiser, disons, le rôle de la santé publique dans l'adaptation au changement climatique. Peut-être pour le déroulement du projet, comme ça, c'est un projet qui est en cours. Donc, ça a commencé en 2019. Donc, on peut être dans une première phase. Donc, la première phase du projet a eu lieu de 2019 à 2022. Ça a été financé par le plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec. Fait que cette première phase-là incluait 13 des 18 directions de santé publique du Québec. Donc, peut-être une petite parenthèse, là, ici, il y a 18 régions socio-sanitaires au Québec. Puis, généralement, ces régions socio-sanitaires-là correspondent aux régions administratives, sauf deux exceptions. Le nord du Québec est divisé en trois régions, puis Mauricie et Centre du Québec sont comme combinés pour former une région socio-sanitaire, mais les autres correspondent globalement aux délimitations géographiques là, des régions administratives, là. Donc, dans la phase 2, ici, qui est financée par le plan pour une économie verte là, 2030, avec on a inclus les 5 autres directions de santé publique qui n'avaient pas participé à la phase 1. Donc, présentement, on couvre l'ensemble du Québec. Cette phase 2-là devrait minimalement avoir lieu jusqu'en 2027. Hein. On peut vous donner un peu ça des différentes régions qui étaient incluses dans la première phase. La deuxième phase, on peut voir aussi les directions de santé publique qui étaient présentes dans la phase 1, donc on appelle les directions de santé publique du groupe 1. Peut-être qu'il serait plus simple en vérité de vous montrer celles qui viennent juste d'embarquer dans la démarche. Donc, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Montérégie et Nunavik. Donc, tous les autres avaient commencé en 2019, mais celle-ci que vous voyez à l'écran commence à peine, disons, à intégrer le projet. Peut-être rapidement pour les échéanciers, tant que justement, il y a deux groupes différents, donc euh, les dates d'échéance des différents livrables sont bien entendu différentes. Donc, pour le groupe 1, donc le groupe des 13 qui était là à partir de 2019, certains ont déjà remis ce qu'on appelle les livrables VRAC. Les livrables VRAC, ce sont des appréciations des risques climatiques. Donc, ils auront plus tard jusqu'à l'été 2024 pour publier cette appréciation des risques-là. Puis par la suite, ils vont pouvoir se concentrer sur le plan d'adaptation jusqu'en 2027. Pour le groupe 2, donc les 5 directions de santé publique qui intègrent la démarche cette année, ben, elles vont se concentrer sur l'hiver BRAC, une dépréciation des risques jusqu'en 2026, et pourront commencer leur plan d'adaptation un peu plus tard en 2027. Bon, je pense que c'est assez clair que les directions de santé publique ont leur rôle, c'est elles qui produisent les livrables, mais une SPQ puis le ministère de la Santé et des Services sociaux ont également un rôle. C'est pas sans besoin de lire le tableau à l'écran, mais plus sommairement, le ministère de la Santé s'occupe plus de la gestion administrative, puis aussi des collaborations à l'échelle gouvernementale, donc avec les autres ministères, par exemple. Les SPQ s'occupent davantage du soutien scientifique, méthodologique auprès des directions de santé publique, puis ils coordonnent également aussi là, ce qu'on appelle un comité de pilotage là, qui est comme une communauté de pratique en vérité là, qui inclut l'ensemble des équipes travaillant sur le VRAC-Parc à l'échelle régionale. On peut voir ici un peu l'organigramme général, simplement pour vous montrer, c'est pas juste le réseau de la santé, bref, qui est impliqué, même si c'est très, très actif là-dessus. On a un groupe de partenaires, par exemple, qui inclut d'autres ministères, dont vous pourrez présenter un peu la déclinaison plus tôt, mais aussi à l'intérieur de certaines personnes ressources, mais à l'externe également sur des sujets spécifiques, parce qu'on reçoit des questions des directions de santé publique sur différents sujets, qui peuvent inclure les inondations, par exemple, donc des personnes ressources à ce niveau-là. Sinon, l'ISPQ puis le ministère de la Santé forme sur le ici le comité de coordination, on gère, on coordonne globalement le projet. Donc, pour le groupe de partenaires, tout simplement vous indiquer ça, l'utilité avec de ce groupe-là, c'est comme on le disait plus tôt, on est conscient qu'il y a déjà plusieurs actions en changement climatique. Donc, le groupe de partenaires ça pour identifier justement quels arrimages devraient être faits. On peut voir bon, certains ministères à l'écran, le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires municipales, le ministère de la Sécurité publique, mais aussi d'autres acteurs, par exemple, le regroupement national des conseils régionaux en environnement, Ouranos, Santé Canada, là, etc. Je vais passer peut-être plus aux aspects méthodologiques. Donc, comme je disais plus tôt, l'INSPQ a un rôle de soutenir les directeurs de santé publique dans leur exercice d'appréciation des risques puis dans leur plan d'adaptation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on propose un guide, ce qu'on appelle un cadre pour les deux volets du BRAC-PAC, donc un pour l'appréciation des risques puis un pour le plan d'adaptation.
Donc, en fait, ces cadres-là incluent les différentes étapes sur les différents principes, les sources de données, par exemple, que les directeurs en calcul peuvent utiliser pour apprécier leur risque. On avait proposé une première version en 2019, on a proposé une nouvelle version en 2023. En vérité, les principaux changements en 2019, on s'était inspiré plus du cadre conceptuel qui était proposé par Santé Canada, parce qu'au départ, c'était financé par Santé Canada, en plus du gouvernement du Québec. Maintenant, on se cadre plus davantage sur le modèle du GIEC. Puis aussi, on s'est inspiré plus des normes ISO internationales sur le management du risque, mais aussi sur l'évaluation de la vulnérabilité, spécifiquement pour le changement climatique, la norme ISO 14091, je me rappelle bien, puis et 31 000. Là. Il y a aussi des lignes directrices que le ministère de l'Environnement puis Uranus propose, entre autres, pour l'utilisation des données climatiques, donc ça aussi, on les inclut là, dans nos guides. Toutefois, on cherchait tout de même à laisser une certaine flexibilité, de ne pas être euh, trop rigide, parce que, entendu, en fonction des régions, il y a des contextes très, très différents. Seulement, tu sais, ben, l'étendue et de la population vont varier fortement. La disponibilité des données aussi peut aussi différer. Dans le nord du Québec, il y a moins de données, dans l'Est aussi, parfois. Donc, on ne voulait pas être trop non plus rigide. On était aussi dans une méthode un peu exploratoire. On cherchait à voir aussi qu'est-ce qui fonctionnait mieux, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien. Pour me le montrer plus tard, on a fait une évaluation pour justement essayer l'aspect méthodologique. Là. Donc, l'objectif, c'est pas d'avoir une appréciation provinciale, c'est vraiment d'avoir des appréciations régionales. On cherche pas à avoir seulement une comparabilité entre les régions. C'est vraiment par région qui a une comparabilité à l'interne, mais pas interrégionale. Peut-être rapidement, je vous disais qu'on avait changé un peu de cadre conceptuel. Ce que vous voyez à la gauche, c'est le cadre conceptuel qu'on avait utilisé. Ben, c'est celui de Santé Canada, où la vulnérabilité qui est définie un peu ici comme la prédisposition à subir des dommages. Fait, c'est un peu le croisement de la sensibilité et de la capacité d'adaptation. Dans le modèle du GIEC, donc, vers, ça vers quoi on s'oriente. En fait, la vulnérabilité est composée seulement de la sensibilité de la capacité d'adaptation. L'exposition est extraite, on ajoute l'aléa. L'aléa qui est un événement susceptible de causer des dommages. Lorsqu'on rassemble ces différentes composantes, on arrive avec le risque. En fait, le risque est défini comme le potentiel de conséquences négatives sur des éléments de valeur. Lorsque ces conséquences se réalisent, on parle d'impact. Donc, je ne pense pas pour aller très en détail, juste pour euh, étant donné qu'on a fait un transfert de concept, si jamais vous consultez des rapports découlant du FRACPAS, ça se peut vous retrouver peut-être des concepts qui sont plus en lien avec ce que vous voyez à la gauche, ou sinon, dans certains cas, ce sera plus orienté vers la droite, mais aussi, avec le temps, on devrait s'orienter totalement vers le cadre plus du GIEC. Le cadrage de la démarche, bien entendu, étant donné que c'est une impression des risques en santé publique, on s'aide vraiment sur les conséquences sur ce qui inclut la santé physique, la santé mentale, mais aussi la santé sociale, comme la cohésion sociale. Donc, généralement, souvent, historiquement, les impressions des risques, c'était souvent sur les aspects peut-être plus dans l'échelle de municipalité, des opérations. Donc, il y avait peut-être certaines lacunes sur le plan de la population, donc l'intégration des impacts sur la santé. On inclut aussi les égalités sociales de santé, donc les effets qui posent les égalités sociales de santé, qui sont définis un peu comme des écarts de santé entre différents groupes de population qu'on considère évitables et injustes. Donc, il y a plusieurs caractéristiques qu'on pourrait attribuer aussi à la démarche. Donc, c'est une démarche multirisque, on inclut plusieurs aléas, plusieurs populations à risque, et quand même, c'est pour avoir quand même un portrait assez global. On essaie de voir aussi des liens entre les différents aléas entre eux. Par exemple, la précipitation des inondations, par exemple, ça peut en être un. Aussi, c'est une analyse qui est comparative et territoriale. Donc, ce qu'on cherche à voir ici, c'est en vérité quels sont les territoires qui sont plus à risque et les populations qui sont plus à risque. C'est une analyse prospective, donc c'est de se projeter dans le temps, donc on n'évalue pas le risque actuel, ou pas seulement, on évalue surtout le risque qu'on prévoit dans le futur pour l'horizon temporel de choisi. C'est aussi une analyse qui est participative, c'est aussi un des objectifs quand même d'améliorer les collaborations entre la santé publique mais différents acteurs. Aussi, c'est pour aller collecter parfois des données qui ne sont pas possibles d'avoir, par exemple, par le biais de données de recensement ou d'enquête. Aussi, j'en marche une analyse avec une méthode mixte, on inclut des données quantitatives, mais aussi des données qualitatives. Puis ce sont des analyses spatiales
c'est-à-dire qu'on regarde les effets en fonction de différentes populations. On a aussi une approche par scénario, mais dans tous les scénarios climatiques. On essaie aussi de prendre en compte des scénarios socio-économiques. Il y a moins de données là-dessus, mais on essaie quand même de se projeter comment est-ce que la vulnérabilité, par exemple, pourrait évoluer là, euh, d'ici l'horizon temporel là, choisi. Il y a deux méthodes qu'on propose. Une méthode plus par indice, qui peut s'apparenter, par exemple, pour je pense à l'Atlas de la vulnérabilité aux aléas climatiques de l'Université Laval, ou une méthode plus par estimation qui peut se baser sur des sujets, sur des jugements d'experts fondés sur des données quand même pas. Bon. Ça, c'est une appréciation multirisque dont on inclut plusieurs types d'aléas pour avoir une liste qui est à l'écran. Ce n'est pas une liste seulement exhaustive, mais c'est pour vous montrer un peu l'étendue peut-être des aléas qui peuvent être considérés par les directions de santé publique. Ça peut être les les aléas hydrométéorologiques, les aléas en lien aussi avec la pollution de l'air, par exemple, feux de forêt, allergènes, les vecteurs de maladies, puis d'autres. On peut voir ça peut aller sur aux enjeux socio-économiques. On peut penser, par exemple, les conflits sociaux, peut-être les effets de certaines industries comme le tourisme, qui peuvent inclure également aussi. Donc, sachez que les directions temporelles ne sont pas obligés de choisir l'ensemble des aléas possibles. Il peut y avoir d'autres critères, évidemment, parfois pour prioriser certains aléas en fonction des données disponibles, des préoccupations, par exemple, du milieu, mais aussi parfois simplement de la quantité de ressources disponibles. Parfois, c'est pas toujours possible d'intégrer tous les aléas, mais c'est prévu parfois de le faire dans un second temps, lorsqu'il y aura une mise à jour faite des appréciations des risques. C'est la même chose pour les populations qui sont incluses là, dans les appréciations des risques, pour avoir l'échantillon euh, fait non exhaustif là, que vous pouvez pas à l'écran. Encore là, c'est très, très varié. Ça peut être des facteurs de risque associés à l'âge, donc sur les enfants, les nouveau-nés, les personnes âgées, aussi les personnes avec certains types de maladies, donc les personnes avec des maladies chroniques, des personnes avec des incapacités, des personnes avec des troubles de santé mentale, donc sont généralement plus sensibles à certains aléas. Ça peut aussi des vulnérabilités un peu plus sociales, comme l'isolement social, le faible revenu, la faible scolarisation. Ça peut être pendant la provenance de communautés autochtones, de minorités ethniques, l'itinérance, etc. Certains travailleurs également aussi. Donc, c'est ça. Encore là, c'était pas une obligation d'intégrer l'ensemble, mais il y avait une obligation d'intégrer un certain nombre pour être quand même suffisamment représentatif là, de la situation. C'est un peu un diagramme pour peut-être montrer les différents impacts sur la santé le potentiel. Donc, bien entendu, il y a les décès qui peuvent être associés à certains événements météorologiques extrêmes, incluant la chaleur. Par exemple, pour la chaleur, on pourrait inclure aussi l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale. Pour les pollens, on parle plus d'allergies respiratoires, de l'asthme. Dans les changements d'écologie des facteurs, ben, il y a la maladie de Lyme, le virus du Nil occidental, pollution de l'eau, on peut aller dans ce qu'on a les maladies entériques. Donc, plusieurs éléments peuvent aller jusqu'aux comme aux conflits sociaux qui peuvent peut-être mener par certains sinistres. Donc, c'est quand même assez varié. On pourrait mettre un lien aussi à la fin, en fait, une revue de littérature en SPQ sur les différents effets sur la santé des aléas, là, donc qui est quand même assez exhaustive à ce niveau-là. Pour le cadrage du contenu, plus précisément, là, entre autres, là, pour l'échelle géographique, en fait, ce que l'INSPQ obligeait, c'était au moins deux échelles, donc une à l'échelle de la région socio-sanitaire, une autre à une échelle plus petite, qui peut varier en fonction des contextes. Généralement, c'était les MRC qui étaient utilisés dans la plupart des régions. Dans certains cas, comme à Montréal ou à Laval, où la déclinaison par MRC n'avait pas nécessairement de sens, ça peut aller dans des échelles un peu plus petites, comme municipalités locales, parfois même à l'échelle des quartiers, puis, et même des aires de diffusion là, dans certains cas. Il y avait aussi une obligation de considérer les scénarios climatiques. Donc, pour le groupe 1, on était dans l'époque des RCP, donc ce que proposait le GIEC. Donc, on proposait d'utiliser deux types de scénarios, donc les RCP 4.5 et les RCP 8.5. Donc, un scénario d'émission modérée et un scénario d'émission élevée. Pour le groupe 2, on proposait plutôt avec les nouveaux scénarios, donc avec les SSP, donc on proposait les SSP2 plus les SSP3, donc aussi un scénario d'émission peut-être plus modéré, puis un scénario d'émission plus élevé. Plus temporel, l'horizon 2050 était obligatoire. Puis également, on recommandait
l'horizon 2050. D'avoir deux scénarios, deux horizons pouvait permettre, entre autres, d'avoir des intervalles de données et d'incertitudes aussi. Pour les résultats, globalement, nous, à SPQ, on fait on récolte des données auprès des directions de santé publique. On a aussi évalué les livrables préliminaires de chacune des directions de santé publique, du moins celle-là du groupe 1. Donc, jusqu'à présent, il y a 4 rapports VRAC, donc les 4 appréciations des risques qui ont été remises sur les 13. Certaines devraient, c'est ça, être publiées aussi sous peu, là, d'ici la fin de l'année. Dans tous les cas, d'ici l'été 2024, il y en aura 13 qui auront été publiés. Puis selon nos évaluations, on estimait qu'il y avait par rapport au moins 8 à 9 aléas qui étaient traités en moyenne, également la prise en compte de près d'une vingtaine de populations à risque. En somme, aussi, on estimait qu'il y avait une soixantaine de personnes en moyenne qui participaient au projet à l'échelle des directions de santé publique seulement. Puis dans les personnes consultées à l'échelle régionale, on estimait qu'il y avait au moins 1000 personnes qui avaient été consultées, principalement des acteurs du milieu municipal et également du milieu communautaire, par exemple les conseils régionaux en environnement. C'est peut-être un graphique de la fréquence, disons, des facteurs de risque ou des populations qui ont été considérées là, dans les livrables VRAC là, du groupe 1, donc principalement les enfants, chroniques, il y a des personnes avec un faible revenu ou une faible scolarisation, isolement social, puis l'âge avancé ont été choisis par c'est pas tout, du moins la très grande majorité des directions de santé publique. Il y a d'autres facteurs qui ont été aussi intégrés, parfois qui l'étaient un peu moins pour différentes raisons. Par exemple, l'itinérance, il n'y a pas toujours les données disponibles pour nécessairement estimer, même chose pour la grossesse. Mais aussi certains autres éléments, par exemple, sur l'emploi. Dans certains milieux, c'était parfois plus pertinent, c'était une préoccupation, par exemple, dans les milieux agricoles. Les agriculteurs, on sait que parfois ça va être une population là, peut-être un peu plus vulnérable. Donc, pour vous donner une idée, là, quand même, tout ce qui a été inclus comme population dans les appréciations des risques jusqu'à présent. Ici, désolé pour les mais c'est pour vous présenter un peu le niveau de risque moyen. Donc, on a regardé les risques attribués à chacun des aléas dans chacun des rapports qui nous ont été remis. On a pu faire une moyenne un peu justement d'où est-ce que se situait le risque. Donc, peut-être avant d'aller dans les résultats, peut-être qu'il ne faut pas l'interpréter comme si on avait fait une appréciation des risques à l'échelle des 13 régions. Ça aurait vraiment été différent, étant donné que la proportion des populations diffère en fonction des régions. Je crois que la sélection des aléas aurait été a quand même une idée de qu'est-ce qui a été priorisé en général là, donc, en termes de classement. Donc, l'extrême de chaleur vient en premier, donc on se laisse un niveau de risque très élevé, que d'ici 2050, en on prévoit dans la plupart des régions, des vagues de chaleur, il y en aura à chaque année, peut-être même plusieurs. Donc, aussi, il va y avoir les vagues de chaleur, généralement, affectent plusieurs personnes, qui sont quand même souvent généralisées. Puis, il peut y avoir aussi des effets quand même assez graves, comme la mortalité, des effets sur les maladies cardiaques, également sur les maladies respiratoires. Après ça, il y a la pollution de l'air qui a été beaucoup moins traitée. Donc, il y a 5 raisons dans le but qui l'a mis, principalement des régions qui étaient dans le milieu urbain. Donc, peut-être pour ceux qui expliquent son rang un petit peu plus élevé. Il y a aussi les inondations qui ont été quand même mises quand même assez élevées, entre autres pour les raisons de troubles de santé mentale, pour la santé sociale également aussi. Là, ça peut poser quand même certains enjeux à ce niveau-là. Sinon, les tempêtes, sécheresse, vecteurs de maladies. Peut-être pour aller peut-être plus à la fin là, du tableau, peut-être les aléas qui ont été moins sélectionnés ou qui ont été moins jugés comme importants. Donc, le dégel du pergélisol, rayons ultraviolets et salubrité alimentaire. Le dégel du pergélisol, c'est normal parce que les régions du nord du Québec, à part une seule, ne faisaient pas partie du premier groupe. Pour rayons ultraviolets et salubrité alimentaire, on n'avait pas nécessairement de données sur les sujets où ça avait une certaine incertitude ou une perception qui était peut-être un peu moins importante sur le plan des changements climatiques. Là. Ça peut peut-être vous surprendre aussi de voir les feux de forêt peut-être un peu en fin d'année, les feux de forêt tellement importants qu'on a eu cette année, étant donné on était surtout dans des régions dans le sud du Québec, les feux de forêt sont moins présents, donc c'était moins un enjeu, sinon par le biais de la fumée des feux de forêt, donc ce qui explique entre autres que le taux un petit peu plus élevé, parfois la fumée des feux de forêt était inclue là, dans cette aléa-là.
Pour des résultats un peu plus spécifiques à des régions, si tu as un exemple, par exemple, d'une méthode par indice là, du Poinçonneur, et l'indice inclut plusieurs indicateurs qui peuvent venir, par exemple, du recensement de Statistique Canada ou de différentes enquêtes réalisées par la santé publique. Mais dans ce cas-ci, il y aurait aussi des données qui ont été collectées auprès des acteurs régionaux, entre autres, par exemple, la présence de mesures d'urgence ou la perception du risque. Donc, tout ça a été inclus pour calculer, entre autres, la capacité d'adaptation. Donc, vous pouvez voir, c'est bon, que l'indicateur composite indique ben, que les régions plus en rouge, par exemple, sont plus vulnérables aux aléas climatiques, alors que les régions en bleu le sont moins. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le sont pas, mais elles sont moins que les régions là, en rouge, comme ici, plus la Matanie, la Métis, par exemple, serait plus vulnérable que la Matapédia là, ou Rivière-du-Loup. Donc, ça, je vous parlais des consultations que, par exemple, que le Père Saint-Laurent avait réalisées. Donc, il faut voir, par exemple, les aléas puis les populations sensibles qui avaient été plus mentionnées par principalement des acteurs des MRC, mais aussi de certains organismes plus locaux, communautaires, ou parfois même là, de la société civile. Donc, c'est pour montrer un peu qu'il y avait quand même une certaine variété, malgré le fait qu'on est dans une même région. On voit, oui, sur les régions un peu plus sur le bord de la mer, l'érosion, la submersion est un problème. Mais pour d'autres qui étaient plus à l'intérieur des terres, mais c'était d'autres choses, parfois même des aléas qui n'avaient pas été considérés nécessairement par la direction de santé publique, comme les espèces envahissantes ou encore la perte de la biodiversité. Puis pour le seul plan des populations, où les régions agricoles, justement, avaient mis beaucoup de l'avant des agriculteurs, puis le logement, puis l'isolement social aussi revenait à plusieurs écarts. C'était une problématique quand même dans la région. Aussi d'autres types d'indices peut-être plus précis là, qui peuvent indiquer. Donc, par exemple, ici, c'est un indice de la capacité d'adaptation qui a été réalisé par la Direction de santé publique, la capitale nationale. Donc, il tâchait d'évaluer la capacité d'adaptation selon différentes dimensions. C'est pour voir partie économique, politique sociale, naturelle et culturelle. Donc, encore ici, qui peut être basé sur des données de certains recensements. Par exemple, économique, ça peut être l'indice de vitalité économique qui est disponible au Québec, qui ont encore certains indicateurs sur la confiance de la population envers les institutions publiques. Dans certains cas, c'était plus, par exemple, comment est-ce que les décideurs se sentaient aptes peut-être à faire face à certains aléas. Là. Donc, ici, c'était quand même, tu vois, c'est à l'intérieur de la ville de Québec, on estime qu'il y a quand même des différences à l'intérieur même de la ville. Par exemple, pour citer le mot vanier social, semble être un peu moins d'enjeu, alors que c'était plus peut-être l'aspect naturel, l'absence de nature qui est plus un enjeu à ce niveau-là, alors qu'ailleurs, c'était d'autres éléments là, qui étaient plus importants. Il y a d'autres types de méthodes, des méthodes, comme je disais, peut-être plus par estimation, par jugement. On peut voir à la droite, par exemple, bon, la matrice de risque est quand même régulièrement utilisée là, dans l'exercice d'appréciation des risques. C'est plus une représentation disons, du risque, par exemple, de Gaspésie et de la Madeleine. On peut voir, bien entendu, que l'érosion, la submersion cote un peu plus fort. Euh, Même chose pour les inondations. Alors que le pollen, par exemple, est un petit peu moins important parce que, par exemple, le, le- l'Avapo est un peu moins présent dans la Gaspésie, donc ça pose moins de problèmes, alors qu'on sait que la moitié à peu près des allergies sont causées par l'Avapo. Toutefois, tu sais, la Direction de santé publique de Gaspésie et la Madeleine ont aussi réalisé des matrices de risque par MRC. Bon, je ne vous ai pas montré ici, mais par exemple, pour les îles de la Madeleine, l'érosion et la submersion sont encore plus importantes. Tempête de précipitation aussi est dans le rouge, étant donné qu'ils sont un peu plus dans la trajectoire des queues d'ouragan. Puis à l'inverse, par exemple, la chaleur est un élément un petit peu moins important, si on prévoit qu'il ne va pas y avoir tant de chaleur extrême aux îles de la Madeleine, même pour 2005. Pour énumérer quelques limites associées à l'exercice. Donc, ils ont quand même des ressources limitées pour la première phase. Donc, on n'a pas nécessairement pu toujours consulter les citoyens ou les communautés autochtones. Donc, ce sera peut-être quelque chose qu'on pourra régler justement dans cette deuxième phase avec les moyens qui sont un peu plus importants. Aussi, la pandémie a ralenti quand même fortement les travaux, donc la santé publique a été quand même fortement mobilisée durant les années 2020 et 2021. Donc, durant un an, même presque un an et demi dans certains cas, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait nécessairement sur le vrai parc à l'échelle régionale. Donc, du côté de l'INSPQ, ça a obligé peut-être d'alléger certaines exigences pour pouvoir se conformer pour qu'ils puissent remettre leur rapport à temps. Donc, par exemple, au lieu des G2 scénarios, parfois, on disait, vous pouvez seulement utiliser un seul, même chose pour les horizons climatiques, par exemple, les horizons temporels.
Aussi l'échelle, on reste quand même encore à grande échelle, donc pas nécessairement une échelle qui est pertinente pour tous les acteurs. Par exemple, pour les municipalités locales, peut-être le risque qu'on évalue à l'échelle MRC n'est peut-être pas toujours valide pour les municipalités qui composent la MRC. Comme on a vu qu'à l'échelle de la région socio-sanitaire, vérité, lorsqu'on regarde les risques par MRC, c'était quand même parfois différent, mais en moyenne, ça peut donner quelque chose quand même, c'est ça qui était pas toujours représentatif nécessairement des réalités un peu plus locales. Si on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs données qui manquaient sur plusieurs composants, par exemple, les mesures d'adaptation, il n'y a pas le temps de recensement qui est fait à ce niveau-là. Donc, il a fallu faire un peu assessment à la mitaine ou d'aller consulter, disons, certains acteurs sur le terrain pour savoir ben, qu'est-ce qui se fait. Par exemple, pour les mesures d'urgence, ça peut en faire partie. Pour certains aléas aussi, il y a moins de données, par exemple, pour les tempêtes, pour les projections aussi, parfois il y a un certain niveau d'incertitude, ça va être plus fort, moins fort, égal. Donc, parfois, ça peut être difficile nécessairement d'avoir un niveau de risque, disons, avec un niveau de certitude quand même suffisant. Pour certaines populations, comme je disais plus tôt, par exemple, pour les femmes enceintes, pour les personnes différentes, parfois les données sont un peu moins disponibles ou encore sont à des échelles qui ne sont pas nécessairement pertinentes, par exemple, pour les échelles qui avaient été sélectionnées. Aussi, on a réalisé une évaluation globale de la phase 1. Donc, pour un peu voir ben, justement, quels ont été les résultats, comment est-ce qu'on peut améliorer les processus également. Puis on a réalisé ça en 2022, donc vers la fin de la phase 1. Donc, c'est le service d'évaluation des SPQ qui a réalisé cette évaluation-là. Donc, c'est pas l'équipe qui le fait en soi pour éviter certains biais. Donc, l'évaluation a été réalisée à partir d'entrevues semi-dirigées auprès de 34 personnes. On a intégré l'ensemble des directions de santé publique qui avaient participé à la phase 1, dont moins 2 personnes par région, puis aussi des acteurs plus à l'échelle provinciale, des spécialistes à la santé, mais d'autres partenaires aussi ministériels. Pour les résultats généraux, en fait, les répondants affirment que, bref, s'aperçoivent le projet a permis d'avoir un décloisonnement progressif des phases clos au sein même des directions de santé publique. Pour d'information, au sein des directions de santé publique, il y a quand même plusieurs équipes avec des mandats différents. Par exemple, il y a des équipes plus en protection, en promotion, d'autres en maladies infectieuses, santé au travail, surveillance. Donc, ils ont des mandats différents qui sont parfois régis aussi par des plans ou des lois différentes. Mais les changements climatiques dans leur nature quand même transversale ou interdisciplinaire, ça a permis quand même de renforcer les collaborations à l'interne. Mais aussi, ça a permis de renforcer les collaborations à l'externe. Comme on dit plus tôt, il y a plus de 1000 personnes qui avaient été consultées à l'échelle régionale. Donc, ce qui a permis un peu de sensibiliser les acteurs régionaux, là, selon au dire des répondants, là, sur les effets des changements climatiques là, sur la santé. Sur le plan des compétences, chaque répondant a estimé que leur niveau de connaissance s'était amélioré grâce au projet. Entre autres, ils ont dû, par exemple, manipuler certaines données climatiques, alors que ce n'était pas nécessairement qu'on faisait en santé publique auparavant. Ça a permis de renforcer aussi leur connaissance sur certains aspects, sur les facteurs de risque, mais également les méthodologies d'appréciation des risques, là, qui avait une méthode santé publique, mais qui était un peu plus approfondie ici là, pour le projet. Donc, en somme, pensez pas faire en sorte que la santé publique soit un peu mieux positionnée en matière de lutte contre les changements climatiques. Ça crée aussi un engouement dans le réseau, donc qui n'est pas totalement attribuable, bien entendu, là, au Brad Park, mais qui a quand même fortement contribué, disons, à cet engouement-là. Entre autres, ça a permis d'intégrer davantage les changements climatiques dans les différentes politiques et programmes en santé publique. Entre autres, dans la politique gouvernementale de prévention en santé, maintenant, il y a du financement prévu pour que chaque direction de santé publique se dote d'une ressource à temps plein pour favoriser l'action intersectorielle dans la lutte contre les changements climatiques, donc qui inclut l'adaptation, mais aussi l'atténuation. Puis il y a également le programme national de santé publique, qui sont les lignes directrices en matière de la santé publique au Québec, là, qui intègrent les changements climatiques là, comme priorité de santé publique. Donc, ça va venir avec oui, du financement, aussi des lignes directrices, puis des mesures également peut-être à prioriser là, par les organisations de santé publique. Là. Puis en somme aussi, malgré le fait qu'on n'est pas encore rendu au plan d'adaptation, on est encore en train de terminer dans la plupart des cas, même de commencer l'appréciation des risques.
Il y a tout de même des résultats d'appréciation des risques qui ont réussi à influencer certaines mesures sur le terrain. Je pense par exemple à Montréal, ils ont pu identifier par cette appréciation des risques les aires de diffusion, en fait, les milieux qui étaient plus vulnérables. Donc, ça a permis de cibler par la suite des actions de porte-à-porte lors de chaleur extrême. Et aussi dans d'autres régions, par exemple dans l'est du Québec, pour Gaspésie, la Madeleine, Bois-Saint-Laurent, le projet contribuait aussi à la mise sur pied de tables de concertation régionale sur les changements climatiques qui inclut différents acteurs bon, du milieu municipal et du milieu communautaire. Bon, il y a certaines actions comme ça, des résultats préliminaires qui sont quand même là, encourageants, mais qui vont se développer là, avec les années. Peut-être pour les suites, rapidement, comme je disais, on est rendu dans certains cas à réaliser le plan d'adaptation climat en santé publique. Donc, l'INSPQ propose encore ici des lignes directrices, donc un cadre pour assister les directions de santé publique dans cet exercice-là. En fait, ce qui est prévu dans le plan d'adaptation, c'est que oui, qu'il y ait des mesures à mettre en œuvre par les directions de santé publique elles-mêmes à l'interne, par exemple des mesures de surveillance de certains effets sur la santé qui pourraient être associés au changement climatique, au développement de connaissances, des systèmes d'alerte, collaboration, etc. Mais aussi, il y aura dans ce plan-là des mesures à promouvoir auprès des acteurs régionaux. Donc des mesures, par exemple, un peu plus physiques, en lien avec les mesures d'urgence, des mesures d'avertissement, avec le logement, ou même de cartographie. Euh, donc, on propose aussi l'INSPQ, bon, il propose de prioriser les mesures d'adaptation en fonction de leur effet sur la santé, ou du moins de la réduction des risques sur la santé là, des différents aléas climatiques. Donc, étant donné qu'on est quand même dans un contexte de ressources limitées, il y a besoin de prioriser les meilleures mesures, fait de les cibler aux endroits où on pourrait dire ce qui aurait le plus d'effet, donc en utilisant les résultats d'appréciation des risques, mais aussi pour éviter les risques de maladaptation. Donc, il y a quand même lieu là, d'évaluer les différentes mesures disponibles. Donc, ça se ferait par une analyse multicritère simple. On peut avoir des critères, par exemple, bien sûr, d'efficacité, d'équité, de faisabilité, par exemple, aussi, ou même de flexibilité. Donc, pour en arriver justement avec des mesures, un ensemble de mesures en vérité là, qui pourraient être proposées là, et mis de l'avant là, pour l'horizon là, 2050. Là. Puis ça, bien entendu, ce plan-là sera fait en collaboration avec les actions régionales, là, qu'on va montrer plus tôt, là, les actions se multiplient. Là, donc, ça, il y a quand même un souci là, de ne pas nécessairement là, dédoubler là, certains efforts. D'autres activités à venir, bon, on a fait l'évaluation de la phase 1, on prévoit aussi l'évaluation de la phase 2, qui va peut-être s'axer davantage sur les freins et les leviers pour la collaboration régionale. Aussi, on prévoit avoir une phase 3 pour le VRACPAC, donc que le VRACPAC se poursuit au-delà de 2027. On est en train de sécuriser du financement à cette fin pour que les directions de santé publique du groupe 2 puissent finir leur plan d'adaptation, parce qu'ils n'auront pas tout à fait fini en 2027, on va à peine commencer en fait. Aussi, pour mettre à jour les appréciations des risques que les directeurs de santé publique du groupe 1 auront réalisé. Il y aura de nouvelles données, potentiellement de nouveaux scénarios aussi, donc il y aura lieu de mettre à jour ça, aussi de valider peut-être certains résultats ou certaines tendances qui auraient été mises de l'avant, disons, lors de la première version. Puis finalement, dans les plans d'adaptation, il y aura bien sûr des mesures à mettre en œuvre, donc il faut prévoir du financement pour oui, les mettre en œuvre, mais aussi parfois les promouvoir auprès des acteurs là, pertinents. Oh, pardon. Pour les activités à venir, euh, comme je disais, il y a beaucoup d'actions en changement climatique, donc pour avoir peut-être une courte liste à l'écran, là, soit à l'échelle municipale, bon, le ministère de l'Environnement, à travers aussi la PNAC, là, il est prévu de faire des plans climat à l'échelle des MRC. Il y a aussi récemment eu un projet de loi qui a été déposé là, à l'Assemblée nationale pour réviser la loi sur la sécurité civile afin que les MRC se dotent de schémas de risques, qui incluent entre autres les risques climatiques, mais aussi certains risques anthropiques. Il y a le PRAFI aussi, donc il y a différentes actions, il y a une appréciation des risques qui est en train de se faire. L'INSPQ participe au groupe ministériel d'appréciation et de traitement des risques pour s'assurer justement de la cohérence des actions. Dans le plan polycolombien, il y a plusieurs actions également aussi. Une aussi qui ont déjà commencé certains arrimages, entre autres l'évaluation de la vulnérabilité des infrastructures du réseau de la santé, comme les hôpitaux et les cliniques. Donc, il y a déjà des liens qui sont faits avec les directions de santé publique, là. Puis, il y en a plusieurs autres.
Donc, c'est ce qui conclurait globalement. J'ai pas trop, en tout cas, j'espère que je ne vais pas trop aller dans le détail non plus. Là. Si vous en voulez en savoir plus, bien entendu, vous pouvez consulter la page VRACPAC. Donc, vous pouvez voir l'adresse à l'écran. Donc, en fait, vous pouvez simplement aussi chercher VRACPAC là, sur votre moteur de recherche préféré. Là. Mais sur le site, bref, il y a des informations très, très génériques que j'ai présentées là, entre autres, mais aussi les différents documents. Vous parlé plutôt d'une revue de littérature sur les différents effets sur la santé des aléas, ça en fait partie. L'évaluation de la phase 1 aussi sera bientôt incluse, là, est en train d'être publiée. On a fait un résumé de la phase 1 également. Vous pouvez retrouver des rapports des directions de santé publique aussi qui ont été publiés, donc les quatre dont je faisais référence plus tôt, puis bientôt, là, il y en aura plus. On va essayer de les ajouter au fur et à mesure. Finalement, si vous voulez nous contacter également aussi, si vous avez des questions, il y a nos adresses génériques que vous voyez à l'écran. Sur le site Internet aussi, il y a les contacts pour chacune des directions de santé publique. Si jamais si vous voulez les contacter, les chargés de projet plus directement. Puis finalement, si vous avez des questions, ben, vous pouvez le faire aussi là, dans la période d'échange là, qui va suivre à l'instant. Donc, merci beaucoup. Super, merci, merci beaucoup David. C'était très enrichissant, des informations vraiment très précieuses. Donc, comme David vient de le dire, si vous avez des questions, libre à vous, et c'est la période d'échange. Juste ouvrez votre micro, posez votre question, ou bien si vous voulez pas intervenir, vous pouvez juste l'écrire dans le chat et on posera la question à David. Oui, ben, Oui, bonjour. Merci beaucoup. salut. Merci beaucoup pour la présentation qui était vraiment très très intéressante. J'avais deux questions. La première concernant les vagues de chaleur et les inondations. Quelles seraient les différences et les apports du projet VRAC Park en comparaison avec l'Atlas de vulnérabilité de l'Université Laval qui a été publié en 2018, si je ne me trompe pas. Et ma seconde question, c'est que vous disiez que les résultats pouvaient parfois être publiés sur les échelles les plus fines au niveau des municipalités et des aires de diffusion. Et je voulais savoir qu'est-ce qui décidait de ce choix et selon vous, si toutes les données étaient disponibles, quelle serait la meilleure échelle pour publier ces résultats d'un point de vue opérationnel? Voilà, merci beaucoup. Merci Foucault. Belle question. Ça, pour la première question concernant ça, comment est-ce que le projet se différencie, disons, de ce qui se fait pour la classe de vulnérabilité aux aléas climatiques? Avec les facteurs de vulnérabilité pour la santé, puis les facteurs de vulnérabilité plus globaux peuvent être différents. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi l'échelle qui peut être différente. On est à l'échelle des aires de diffusion pour la classe, donc dans certains cas, c'était trop fin. Donc, on avait besoin d'un indice peut-être un peu plus englobant. Pour d'autres aspects aussi, la capacité d'adaptation était définie différemment dans la classe. On avait une vision disons, un peu plus large que simplement la distance, par exemple, à certains services. Donc, notre cadre conceptuel était différent. On avait l'aléa aussi qui n'était pas nécessairement inclus dans la source de vulnérabilité. Donc, il y avait ces enjeux-là. Là, tu sais, en fait, on avait demandé à la classe qu'ils nous fasse parvenir leurs données. Dans certains cas, ça a été utile pour certains, par exemple Montréal, qui était plus à l'échelle des aires de diffusion, par exemple. Mais dans d'autres cas, c'était moins utile pour les raisons que j'ai énumérées. Donc, peut-être là-dessus, là, bref, c'est pour ça qu'on n'a pas simplement repris ces indices-là, il y avait un besoin d'aller un petit peu plus loin. Puis Mhm. pour la deuxième question, tu me l'as rappelé, s'il te plaît? Oui, bien sûr. C'est si jamais on avait toutes les données qui étaient disponibles, quelle serait selon vous la meilleure échelle pour restituer ces données d'un point de vue cartographique pour que ce soit utile après sur le terrain pour mettre en œuvre des actions? Ça dépend des acteurs de mise en œuvre, en fait. C'est ici, peut-être on vise davantage justement les MRC, par exemple, donc qui ont quand même un certain pouvoir. Donc, ça, c'est après ça, pour d'autres mesures, c'est plus à l'échelle des municipalités locales, pendant l'échelle plus de verdissement, par exemple, là, des mesures comme ça. Donc, ça, dans un second temps, ça pourrait être fait peut-être avec le bras d'aller dans des mesures un peu plus précises. Pour le moment, tant que les ressources disponibles, on est allé un peu plus large. On peut demander à une échelle plus petite. Donc, pour la pertinence de l'échelle, ça dépend vraiment des mesures qu'on parle. C'est techniquement, euh, on aurait pu faire l'appréciation de l'échelle provinciale aussi, puis il y a certaines mesures qui seraient plus pertinentes à l'échelle provinciale, par exemple, pour les politiques. Donc, ici, on visait en premier lieu c'est l'échelle plus municipale. Donc, on pense que c'est vraiment à ce niveau-là que, disons, qu'il y a plus de possibilités de mettre en œuvre des mesures. Merci beaucoup.
Merci, très intéressant, David. Peut-être un point dans certaines régions, toutefois, tu sais, comme je disais, on est allé à l'échelle plus petite. Par exemple, Montréal, Laval, aller par MRC, ça n'a pas nécessairement de sens. Donc, on est allé, ça, faut pas par de diffusion. Donc, Ouais. le besoin était peut-être un peu, un petit peu différent. Mhm. Ouais. On a une question de Philippe Gachon, professeur Philippe Gachon, directeur général du réseau Risque. Bonjour, merci beaucoup, David, très intéressant. Donc, juste une petite question avant de poser ma deuxième question. Donc, le travail a été démarré, il me semble, autour de 2018, hein. Moi, j'avais été contacté à ce moment-là, d'ailleurs, par une de vos collègues. C'est ça, 2018, hein? On a fait la demande de financement à Santé Canada en 2018, mais les travaux ont officiellement commencé plus en 2019. Ok. Mhm. Donc, ma question, puis vous l'avez mentionné tout à l'heure, ce travail, évidemment, s'est fait dans le temps. Si aujourd'hui, on devait faire à nouveau une évaluation, j'imagine bien, vous en avez parlé à propos des feux de forêt qui sont devenus un enjeu majeur, pas juste en 2023, mais qui sont en train de devenir un enjeu majeur partout au Canada. On a vu l'effet des feux sur les qualités de l'air, etc. Donc, c'est pas parce qu'on a pas un feu à proximité de chez nous que ça n'a pas un impact nécessairement sur la santé. Précipitations extrêmes aussi. Fait que ma question, c'est, compte tenu des bouleversements du climat qui se sont intensifiés beaucoup depuis que vous avez démarré ce projet-là, si on devait faire à nouveau cet exercice-là, est-ce que d'abord, vous prévoyez faire cet exercice-là de façon régulière parce que les risques évoluent sur le territoire de façon importante, on l'a vu. Deux, comment adapter justement, puis pas juste faire de l'adaptation, mais on parle véritablement comment faire de la gestion de risque, notamment pour éviter tous les impacts que ça peut avoir sur la santé. Mais je parle vraiment de gestion de risque. Donc la question à la fois sur l'ajustement compte tenu de la rapidité avec le changement climatique qui est en train de faire évaluer les risques sur le territoire de façon majeure. Deux, comment passer non pas d'une approche adaptative, mais d'une approche en gestion de risque, notamment pour préserver et surtout réduire les conséquences de la vie des populations, en particulier pas juste sur la santé physique, sur la santé mentale, comme le montrent de plus en plus d'études. Donc ma question est en deux volets. Merci. Ça, pour la considération ça, de l'évolution des changements climatiques. Ça, c'est quand même prévu que ce soit une analyse prospective. Mais effectivement, les données changent à un certain rythme. Donc, ce qui est prévu, en fait, c'est que pour la phase 2, pour les directeurs de santé publique qui ont réalisé un premier jet de leur vrac, il y a une mise à jour partielle de certaines données justement pour tenir compte de l'évolution. Puis que dans une phase 3, donc dans 5 ans, que ce soit refait au complet, là. Donc, il y a vraiment tu sais, une mise à jour disons, majeure. Mais tu sais, qu'il y ait quand même quelque chose de fait entre-temps, là, pour que ce soit pas, tu sais, on est dans un point dans le temps, puis là, dans 5 ans plus tard, on change au complet. Donc, quand même de suivre un peu l'évolution pour voir s'il y a des ajustements à faire, puis à quel point les nouvelles données font en sorte de changer aussi les classements de risques qui avaient établis là, en premier lieu. Donc, c'est prévu qu'il y ait quand même un processus itératif, disons, d'appréciation des risques. Pour l'autre question, c'est la différence entre avoir une gestion plus adaptative ou une gestion des risques. J'aurais peut-être connaître pour savoir peut-être pour toi, c'est quoi la différence disons, exactement entre les deux, là, parce que pour moi, c'est l'un est inclus un peu dans l'autre, mais peut-être qu'ils sont une question de terminologie, là. Alors, elle est fondamentale, puis je vais peut-être, ça va me permettre de réfléchir, de répondre. Vous avez montré le rapport du GIEC et la nouvelle façon de gérer notamment un risque, combinaison d'aléas, de vulnérabilité et d'exposition. Mais il y a une chose que le GIEC nous a rappelé et que le cadre des Nations Unies sur la réduction du désastre a rajouté, c'est notre capacité à faire face. Surtout quand on veut faire de la gestion de risque lorsqu'il se produit des événements. Ça nécessite évidemment de travailler sur ce qu'on appelle la gestion des risques, préparation, prévention, intervention, rétablissement. Et les éléments d'intervention ne sont pas nécessairement les éléments qui sont inclus dans ce qu'on appelle la capacité d'adaptation, ou en tous les cas pas avec des méthodes classiques. C'est pour ça que dans le domaine de la gestion des risques, il faut absolument travailler sur notre amélioration de capacité à faire face et surtout de rétablissement, puisque les éléments sont en train de se combiner rapidement sur le territoire. Donc, l'ONU insiste dans le domaine des risques climatiques de passer progressivement d'une vision euh, réactive à une vision anticipative. Et c'est pour ça qu'on doit passer d'une approche adaptative vers une approche en gestion des risques. Voilà, c'était mon commentaire par rapport à cette notion-là.
Ça, pour la gestion de risque, ça, le changement de cadre en quelque sorte, ça avait été la méthode qu'on propose qui est inspirée des normes internationales, c'est des normes en gestion des risques, là. Donc, c'est vraiment, on s'inspire de ça. Donc, ce qui inclut effectivement les 4 phases de gestion des risques. Donc, même si on parle de plan d'adaptation, ça inclut les notions de besoin d'intervention, mais aussi de préparation. Donc, on essaie d'avoir un portrait vraiment d'ensemble. Puis ça vient chercher aussi les différents rôles de la santé publique. On a aussi protection, prévention, surveillance, etc. Donc, on essaie vraiment de couvrir tous ces éléments-là. Puis, comme je dis, pas de juste euh, d'avoir une vision peut-être plus anticipative que seulement réactive. Super, merci beaucoup. Euh, Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions que vous souhaitez poser sur le chat? Ça, peut-être un point pour continuer peut-être sur la question de Philippe. On n'a peut-être pas parlé de capacité à faire face. On peut parler de résilience également aussi. Donc, ça aussi, c'est inclus là, dans les aspects à considérer dans la planification. Comment est-ce qu'on peut augmenter la résilience globale? Vous pourriez avoir des actions qui pourraient être incluses dans la planification qui ne sont pas nécessairement axées seulement, qui sont pas nécessairement focalisées sur les changements climatiques, mais qui peuvent avoir un effet sur la réduction des risques, par exemple. Si on agit sur le logement, par exemple, si des politiques de lutte contre la pauvreté, ça peut en faire partie, effectivement, là, des mesures qui peuvent favoriser la résilience puis réduire les effets des changements climatiques, même si l'objectif principal, c'est pas nécessairement ça. Mhm. Super. On a certainement une question super intéressante qui va venir de Julie Maude Normandin. Bienvenue, Julie. Merci, Manel. Bonjour, David. Julie Borde-Normandin. Je suis conseillère scientifique en chef à la ville de Longueuil, donc intéressée de voir que la Montérégie figure dans la phase 2. J'avais une question sur, en fait, la partie sur les capacités et l'évaluation des capacités, donc par exemple l'environnement bâti, le politique, le social. Je me demandais d'abord comment cette évaluation de capacité était réalisée. Est-ce qu'il était basé par une évaluation de capacité aléa par aléa, ou là ce qu'on voyait, ça semblait être par territoire, par secteur? Puis je voulais savoir si dans les plans, après ça, est-ce qu'un des éléments est d'agir à la fois sur les vulnérabilités, mais également sur le développement des capacités? Et donc, comment ça s'harmonise après ça dans les mesures ou le plan d'action sur le développement des capacités? Ça, pour l'indice de capacité d'adaptation qui a été présenté, en réalité, c'est une méthode qui a été proposée par le capital national qui ont décidé un peu de se mouiller davantage sur cet aspect-là. On ne sait pas nécessairement toutes les directions dans le public qui ont utilisé le même type d'indice. Eux autres sont allés un peu plus loin là-dedans. On est plus dans la capacité d'adaptation collective, donc pas nécessairement aléa par aléa. Malgré que parfois, il peut y avoir peut-être un facteur qui peut changer. Bon, mais généralement, la capacité d'adaptation, c'est quand même assez transversal à travers des aléas, à quelques exceptions près. Donc, généralement, c'était plus l'angle qui était adopté ici. Puis comme je disais en présentation, c'est un peu un mélange de données qui a été récolté sur le terrain, mais aussi de données parfois qui peuvent être accessibles, là, d'enquête, etc. Là. Donc, je ne peux pas vous faire la liste nécessairement des indicateurs qui ont été considérés, mais le rapport, s'il n'est pas déjà sur la page web, là, il devrait l'être bientôt de la capitale nationale. Donc, vous pourriez consulter là, pour voir c'était quoi leur processus. Vous pouvez les contacter directement là. Également aussi, là, il y a sur la page web du RAPAC aussi. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions pour David? Profitez de l'occasion, c'est pas tous les jours qu'on a l'INSPQ qui nous répond à nos questions. Merci d'ailleurs, David, pour l'excellente présentation. Merci beaucoup pour les réponses. Vraiment, je comprends qu'on est en train de creuser vraiment dans les informations. Philippe, oui? Je rajouterais un élément parce qu'on en a parlé avec plusieurs d'entre nous suite encore une fois aux événements qui se sont produits ici au Québec cet été, feux de forêt, fortes précipitations, on a battu des records de précipitations. Environnement Canada nous mentionnait l'importance de travailler sur la communication des risques et les alertes ciblées sur les conséquences. Est-ce que vous travaillez avec eux en particulier? Parce que le MELCC, NIORAMA, sont responsables de la prévision météorologique. Je parle véritablement de ceux qui font les alertes météo sur le territoire. Est-ce qu'il y a une collaboration qui se fait notamment avec Environnement Canada pour travailler ce jeu-là
pour améliorer encore une fois les alertes et mieux cibler les alertes pour que la perception des risques et surtout que les gens soient prévenus et surtout se protègent. Là-dessus, le RACPAC ne contribue pas avec l'Environnement Changement climatique Canada, mais il y a une action dans le plan pour l'économie verte, justement pour instaurer un système d'alerte automatisé en cas de chaleur et d'épisodes de smog. Puis ça, dans ce cas-ci, c'est piloté par le ministère de la Santé. Dans ce cas-ci, l'Environnement Changement climatique Canada est inclus dans le processus. Donc ça devrait être mis en œuvre l'été prochain, justement, ce système d'alerte. Donc, pour la communication des risques, effectivement les messages. Moi, je participe un peu dans l'élaboration des messages, c'est axé surtout sur les impacts, aussi sur les mesures que les gens peuvent mettre en œuvre. Donc, mélanger un peu, avoir la perception du risque et la perception du contrôle, mélanger ensemble dans le message pour favoriser justement un changement de comportement. Là. Aussi, Environnement Changement climatique Canada est inclus, mon projet, c'est surtout au Québec. Mais surtout, c'est inclus, par exemple, dans certains cas, parce que justement, on est dépendant un peu de certaines alertes qui sont émises par Environnement Changement climatique Canada, entre autres pour le smog. Donc, il y avait lieu quand même de collaborer à ce niveau-là. Puis parfois aussi, il y a certaines alertes, dans le coin d'Outaouais, étant donné que c'est proche d'Ottawa, parfois il y a des mélanges dans les alertes. Donc, c'est pour ça qu'ils collaboraient au projet. Mais techniquement, pour le VRAC-PART, on n'est pas en lien avec eux. Excellent. Merci beaucoup, David. Merci Philippe pour des questions super pertinentes et qui approfondissent vraiment les connaissances. Je pense qu'on est arrivé à 13 heures. C'est l'heure de conclure. Premièrement, je tiens à remercier David Demers-Beaufard pour l'information super riche. Merci à toutes et à tous de votre présence. J'oublie jamais de remercier ma collègue Valérie Vermeulen qui est derrière le petit logo du risque, la chef d'orchestre de nos webinaires. Merci Valérie pour vraiment, tu fais un travail extraordinaire. Sans toi, les webinaires n'existent pas. Merci à mes collègues du risque qui étaient présents, Charles Meunier, Jean-Bernard Guindon, notre président du comité scientifique. Merci Philippe, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent vendredi, une excellente fin de semaine et on se retrouve dans 2 semaines. Au revoir. Merci beaucoup, David. Merci, excellent. Bonne Bonne fin de journée. semaine, tout le monde.